À l'aube, alors que le brouillard recouvrait encore le camp, l'un des guerriers, un garde appartenant au cercle intérieur, fut retrouvé étranglé dans sa tente. Une lettre avait été gravée sur sa poitrine avec un couteau et, selon le scribe, qui conservait le rapport dans une enveloppe en cuir scellé, une mèche de cheveux noirs, emmêlés comme ceux de l'impératrice elle-même, pendait de sa bouche. L'impératrice, Agnès d'Étrurie, ne se levait déjà plus à ce moment-là. Ses appartements, séparés du camp militaire par des rideaux de brocart et un fossé rempli de cendres chaudes, empestaient la sueur, les excréments et l'odeur aigre des onguents que les vieux médecins lui appliquaient sur les articulations. La toucher était considérée comme sacrée, mais au cours des dernières semaines, seuls les ivrognes ou les condamnés recherchaient ce contact. Selon la légende, elle bénissait les soldats de son corps. La nuit, avant la bataille, elle les laissait entrer, un par un, dans sa tente, et ils en ressortaient, les yeux remplis d'horreur. Mais cette fois-ci, personne ne sortit. Le matin, on la trouva gisant dans une mare de sang, avec des égratignures sur les épaules et les cuisses, mais vivante. Elle murmurait « C'était l'ennemi en personne ». Le rapport adressé au maréchal Norbert disait « Madame est méconnaissable. Son visage est enflé, ses lèvres sont desséchées, sa langue parle sans volonté, et son corps est couvert d'éruptions cutanées et d'abcès qui dégagent une odeur de cadavre. Elle fut emmenée à la forteresse de Saint-Robert, où elle fut soignée. Saignée, lavages au vinaigre, frottement avec de la cendre d'âne et prière du ermite Gervais, venu de Padoue, sur ordre personnel de l'archevêque. Un chroniqueur écrivit « Des vers blancs se sont développés sur sa peau malgré les veillées jour et nuit. » Les premières rumeurs de blasphème se répandirent au bout d'une semaine. Le prêtre qui officiait dans la chapelle intérieure disparut, laissant seulement une note. Elle a donné sa bénédiction, mais celle-ci venait des ténèbres. Au même moment, le deuxième garde du corps fut retrouvé mort, le corps desséché et les doigts brûlés, comme après avoir été longtemps en contact avec du métal brûlant. L'impératrice continuait de mourir lentement, refusant de s'alimenter, mais ordonnant qu'on lui verse dans la bouche du vin et du sang d'animaux. Des disputes éclatèrent au sein du Conseil des nobles. Le fils d'Agnès, le comte Conrad, âgé de 20 ans, exigeait que le pouvoir lui soit transféré, invoquant la folie de sa mère. Son oncle, le duc Aldo, au contraire, insistait pour qu'elle continue à régner, affirmant que la sainteté s'accompagne toujours de souffrance. Dans les coulisses, des négociations étaient en cours avec la cour papale, où l'on discutait déjà de la possibilité d'excommunier Agnès, l'accusant de complot et de corruption de l'armée. Le scribe du monastère de San Giacomo, secrètement convoqué dans les appartements, nota « Ses pupilles sont dilatées, son discours est décousu. Elle a demandé qu'on lui apporte la langue d'un chien et a prié en regardant un mur blanc. Les médecins la tenaient par les mains, pendant qu'un moine lisait les psaumes. Elle crachait, puis s'est mise à pleurer comme une enfant. Une pommade, à base de graisse de corbeau, d'infusion de noix et de sang de coq, n'a eu aucun effet. Les plaies, à l'intérieur des cuisses, commencèrent à se refermer, se recouvrant d'une peau noire, mais dégageant une odeur sucrée. L'un des serviteurs écrivit à son frère « Lorsque je changeais les draps, un liquide semblable à du miel s'écoulait, mais ça sentait comme un bœuf en décomposition. Elle ne reconnaissait plus ses proches. Une nuit, selon le rapport du capitaine, Agnès se leva, nue, et marcha pieds nus dans la galerie, laissant des traces de sang sur le carrelage. Lorsqu'on la ramena dans ses appartements, elle affirmait avoir parlé aux esprits de ceux qu'elle avait envoyés à la mort et qu'ils étaient venus se venger. Après cela, on la gifla et on l'enchaîna à son lit. Les contacts avec le monde extérieur furent de réduits, aucun ambassadeur ne fut reçu, la garde fut doublée. Les serviteurs étaient remplacés tous les 3 jours. Un cercueil fut préparé à l'avance
Pour l'impératrice, en pierre, avec des chaînes à l'intérieur. L'archevêque exigea que le corps soit laissé à l'air libre pendant 3 jours, afin que la volonté de Dieu se révèle à travers la décomposition. Mais les embaumeurs refusèrent de s'approcher. L'un d'eux, frère Matteo, déclara avoir entendu le corps respirer. Même après l'arrêt du pouls, il fut exécuté pour sacrilège. La mort survint 48 jours après le début de la fièvre. Le corps se recroquevilla comme après un incendie. La peau blanchit, les dents apparurent comme celles d'un animal. L'autopsie révéla un épaississement du foie et une dissection intestinale. Dans le traité sur la chute d'Agnès, on peut lire « La maladie n'était pas d'origine terrestre ». Après sa mort, l'armée se dispersa. Conrad fut empoisonné 9 jours plus tard. Aldo s'empara du pouvoir et proclama une ère de repentance. Toute la garde-robe d'Agnès fut brûlée, ses portraits détruits, et même son nom fut effacé des inscriptions sur les murs du palais. Le peuple murmurait qu'à présent, la nuit, elle parcourt la forteresse et bénit ceux qui dorment seuls. Mais les traités et les lettres ont laissé une autre image, celle d'une souveraine rendue folle par la peur, entourée de mensonges, de cadavres et de poisons, empoisonnée, non pas par une potion, mais par un pouvoir qui a pourri avant elle. Lorsque des récipients, remplis de vinaigre et d'huile, ont commencé à être placés derrière les portes des appartements du palais, personne ne disait à voix haute que c'était pour masquer la puanteur. Mais, dès le 3e jour, après son retour de sa dernière campagne dans les steppes du Sud, la cour savait que l'impératrice était malade. On ne nommait pas la maladie. Le médecin de la cour, venu de Pologne, affirmait qu'il s'agissait d'une inflammation interne et que son sang pourrissait en elle. D'autres répétaient en silence « c'est une punition » pour son libertinage, pour le rituel, pour ce qu'elle appelait une bénédiction. Chaque matin, on apportait dans ses appartements des plateaux recouverts de mouchoirs ensanglantés, imprégnés d'un mucus vert et visqueux. Selon les rapports, elle ne pouvait bientôt plus se tenir debout. Ses pieds commençaient à noircir et ses ongles tombaient. Selon les propos de la servante Domnica, rapportés dans le compte-rendu de son interrogatoire, l'impératrice ordonnait de lui frotter la peau avec de la cire chaude et de la graisse de chèvre, puis de lui percer les talons avec des aiguilles brûlantes, afin que la douleur chasse le sommeil de la mort. Domnica disparut plus tard. On ne la vit qu'une seule fois, alors qu'elle courait dans le couloir arrière, pieds nus, une mèche de cheveux à la main. Le visage de l'impératrice était enflé. Ses yeux étaient enfoncés dans leurs orbites et sa respiration était saccadée, accompagnée de râles et de gargouillements. Les courtisans remarquèrent qu'elle voyait des choses qui n'existaient pas. Un jour, pendant une crise nocturne, elle saisit un moine par les cheveux et murmura « Tu es revenu de la tente. Je ne t'appelle plus. Va-t'en. » Le lendemain, le moine mourut. Son cœur n'avait pas résisté. Cet événement est consigné dans les chroniques sous la date du 7e jour de Puce. Les pièces furent tapissées de tissu pour retenir l'odeur. Aucun encens ne pouvait y remédier. Lorsque le scribe de la cour reçut l'ordre d'apporter le journal de l'impératrice, il refusa d'entrer et fut condamné à être fouetté. Après cela, les gardes n'ouvrirent les portes qu'avec 3 bandages. Selon le rapport des appartements privés, l'un des jeunes médecins s'est évanoui en voyant un liquide sombre s'écouler de la cuisse enflée. Le rapport décrit également que la peau, sous le sein gauche, était comme celle d'un cadavre et s'était fissurée sous l'effet de la chaleur. Les serviteurs se mirent à chuchoter. Certains affirmaient qu'elle était maudite parce que, lors de la dernière bataille avant le siège, elle avait ordonné à chaque soldat de poser ses mains sur elle avant d'aller au combat en disant « Dieu entrera à travers moi ». Le vieux évêque, qui
qui était resté silencieux jusqu'alors, exigea qu'on lui permette d'assister à ses derniers sacrements. On le refusa. Dans ses appartements, personne n'avait prononcé son nom depuis longtemps. Tout le monde l'appelait « Madame ». Les rumeurs de cour se transformèrent en ordre. Le conseil de la cour se réunit en secret dans la galerie sud et posa la question. Qui signerait les décrets si elle mourait? Qui dira qu'elle est morte? Qui prendra les clés du trésor si elle meurt pendant la nuit? Au 10e jour de sa maladie, ses mains commencèrent à faiblir. Ses doigts enflèrent et devinrent immobiles. On laissa alors entrer son ancien amant, le commandant de la garnison du Nord. Il resta debout, près de la tête du lit, sans dire un mot. L'impératrice lui murmura quelque chose à l'oreille. Il quitta la pièce et se pendit dans la chapelle le soir même. Dans un traité sur la décomposition interne, rédigé au siècle suivant, on trouve cette phrase « Elle n'est pas morte lorsque son corps s'est tu, mais lorsque sa chair a cessé de sentir le contact de ses propres mains ». Cette citation, bien que non confirmée par des sources, a été inscrite à l'encre dans le manuscrit du médecin de la cour de l'époque. L'odeur était insupportable. L'eau était changée toutes les heures dans les appartements. Les serviteurs s'évanouissaient les uns après les autres. Des gouttes, sentant le pus, se mirent à couler de la paroi est, le long de laquelle passait une gouttière. Les murs furent nettoyés à la lessive de soude. On remarqua ensuite des coléoptères noirs dans les coins, puis l'impératrice cessa de parler. Elle ne bougeait plus que les lèvres. Les gardes reçurent l'ordre de ne laisser entrer personne, pas même le médecin. Le jour qui fut plus tard inscrit dans le calendrier du palais comme jour du silence, le corps de l'impératrice ressemblait à une statue brisée, enveloppée de chiffons et de roseaux. Des bandes brunes apparurent le long de la colonne vertébrale. La peau était enflée, craquelée, et commençait à se détacher, laissant apparaître un tissu que les médecins de la cour qualifièrent de « chair en décomposition ». L'un d'eux, selon les archives, tenta de nettoyer la plaie avec un fer chauffé à blanc. Mais dès le premier contact, la peau se détacha avec la chair et une vapeur s'échappa des profondeurs. Elle fut ensuite transférée dans les appartements arrière où l'on gardait autrefois les corps avant les funérailles. Son lit fut remplacé par une couchette recouverte de cuir grossier, et tout le plafond fut recouvert d'un tissu noir sur lequel apparaissaient au petit matin des gouttes de condensation provenant de la chaleur de son corps. La température dépassait les 40 degrés selon les instruments des paysans. Tout était couvert de sueur dans la pièce, même le fer des pieds du trône, elle ne s'alimentait plus. Avaler provoquait des vomissements avec des filets noirs. Les serviteurs emportaient des récipients remplis d'une boue jaune qui sortait d'elle dans des quintes de toux et des gémissements. Au 3e jour de silence, un médecin de Prague proposa d'administrer une infusion à base d'extrait de soufre et de sang de coq, mais cela ne fit qu'intensifier la puanteur. Lorsque des cercles humides commencèrent à apparaître sur les murs, tout le bois vivant fut retiré des appartements. Les gardes postés devant les portes recevaient un double salaire et n'osaient pas prononcer un mot. L'un d'eux, dénoncé par un serviteur nommé Auguste, avoua un jour, dans un délire d'ivresse, qu'il avait vu des chenilles ramper sur sa poitrine comme dans une vigne. Il fut pendu sur le balcon intérieur devant les appartements. Le 5e jour, des chuchotements se firent entendre dans les appartements. Le dominicain appelé pour les derniers sacrements affirma qu'il avait entendu dans son sommeil une voix provenant du mur au-dessus de la tête de la défunte qui disait « Maintenant, tu es seul ». Le médecin nota cela comme complication délirante de la maladie provoquée par la gangrène du nerf auditif interne. Mais la rumeur se répandit. Les domestiques commencèrent à refuser de prendre leur service. Les geôliers amenèrent les condamnés. L'un d'eux, un voleur de Ravenne, tenta de s'étrangler avec un bandage
Lorsqu'on lui ordonna de laver le sol de sa chambre, il criait qu'il avait vu du sang noir couler du plafond. Le conseil se réunit à nouveau, cette fois sous le couvert de la nuit. L'un des membres les plus âgés, dans une note trouvée plus tard dans sa bibliothèque, écrivit « Elle vit ses derniers jours dans la décadence. Mais chaque jour qui passe ronge ses fondations. Ce n'est pas la chair, c'est le pouvoir. » À ce moment-là, plusieurs scribes travaillaient déjà sur des copies du décret, transférant temporairement le pouvoir d'imprimer à l'État des conseillers. Le 6e jour, l'une des anciennes servantes de l'impératrice, précédemment bannie pour avoir eu une liaison avec l'un des gardes du corps, vint la voir. Selon les rumeurs, elle se serait placée à la tête du lit et lui aurait murmuré quelque chose à l'oreille. 2 heures plus tard, son corps fut retrouvé dans sa cellule, la langue coupée et une note. « Elle m'a pardonné. » Personne n'avoua avoir commis ce crime. L'impératrice se remit à parler, mais seulement la nuit. Selon les gardes, sa voix était grave, méconnaissable, et répétait les mots « Tous passeront par moi ». Parfois, elle riait, doucement, par saccades, en expirant, comme si elle s'étouffait de son propre rire. Parfois, elle pleurait. L'un des gardes affirmait l'avoir entendue chanter des hymnes militaires, mais avec des paroles inversées. Le 8e jour, elle poussa son premier cri depuis le début de sa maladie. Les médecins constatèrent un spasme, semblable à une contraction du diaphragme. Sa tête se redressa. La peau de son cou se fendit, laissant échapper un liquide jaunâtre. Ses lèvres s'écartèrent et une couronne dentaire tomba de sa bouche. Puis, elle se tut à nouveau. L'un des médecins arrivés de Münster a proposé d'ouvrir l'abcès sous le genou droit. Cela a été fait, et une masse noire épaisse s'en est échappée, dégageant une odeur âcre et résineuse. Après cela, elle reprit conscience pendant une demi-journée. Elle reconnut même 2 personnes de son entourage, demanda qu'on lui apporte de l'eau et qu'on lui mette une croix sur la poitrine. Mais ensuite, elle se mit à saigner des oreilles. Personne n'entra dans la chambre pendant la nuit. Les portes furent scellées avec de la cire. Des gardes qui ne parlaient pas la langue commune furent apostés devant la porte. À minuit, le 10e jour, une fissure apparut au plafond de la chambre. La pierre au-dessus du lit s'affaissa et fut fixée avec des crochets en fer, mais l'humidité continuait de suinter. Le matin, des taches gris-vert étaient déjà apparues sur les draps qui avaient été changés pendant la nuit. La température dans la pièce baissa, malgré la chaleur du corps de l'impératrice. Elle brûlait toujours, mais l'air était devenu froid. À cause de cela, sa peau se couvrit d'une sueur moite et d'une pellicule de moisissure. Le médecin de Milan, un vieil homme aux mains tremblantes, confirma que la séparation du sang avait commencé, un terme qui fut utilisé plus tard dans un traité d'anatomie. Le visage de l'impératrice changea. Ses joues s'affaissèrent, mais ses yeux restèrent ouverts, vitreux, avec une expression figée de dérision. Ses paupières étaient recouvertes d'une fine pellicule. Elle ne réagissait plus à la lumière, au bruit ou au toucher, mais pendant la nuit, ses lèvres bougeaient encore, sans émettre le moindre son. À cette même époque, des rumeurs se répandirent dans la capitale. L'impératrice ne serait pas en train de mourir, mais retiendrait la mort grâce à un rituel. On disait que chaque nuit, dans les sous-sols du palais, une messe secrète était célébrée, au cours de laquelle les dignitaires de la cour découpaient des morceaux de son corps en décomposition et les brûlaient sur un autel afin de l'empêcher de mourir avant la signature d'un nouveau décret militaire. L'un des forgerons qui travaillait à la porte sud a écrit à la résine, sur le mur, « Elle nous retient tous dans son ventre ». Il a été pendu avant l'aube. Le conseil ne s'était pas réuni depuis 3 jours. Les scribes recevaient des ordres au nom du chancelier, mais sans signature. L'héritier, qui vivait depuis tout ce temps dans la forteresse occidentale, envoya une lettre
exigeant qu'on le laisse entrer auprès de sa mère. Il n'obtint aucune réponse. L'un de ces hommes tenta de se frayer un chemin jusqu'à ses appartements, mais il fut arrêté par les gardes. Plus tard, un rapport indiqua qu'il avait été bâillonné jusqu'à ce qu'il cesse de se débattre. Son nom n'a pas été conservé. Le même jour, on commença à démolir le sol au-dessus du passage souterrain menant à l'ancienne chapelle. Sous prétexte de réparation, 2 inquisiteurs y pénétrèrent. Aucun d'eux n'en ressortit. Ce n'est que 2 jours plus tard que leurs corps furent retrouvés dans le puits, près de la chapelle. L'un d'eux avait été écorché vif. Au soir du 13e jour, la respiration de l'impératrice était devenue aussi rare que celle d'un animal. Un médecin de Pise a enregistré 8 respirations par minute. À chaque respiration, on entendait un craquement semblable à celui d'un arbre qui se brise. Un pus rosâtre s'écoulait de son nez. Ses dents étaient dénudées, ses gencives avaient disparu. On découvrit des ulcères sur sa langue d'où suintait un sang sombre. Selon le témoignage d'une servante, qui fut plus tard enfermée dans un couvent, sa langue bougeait indépendamment de sa volonté. Le 14e jour, le corps commença à dégager une odeur cadavérique, bien que son cœur battît encore. Un froid se dégageait de sa poitrine. Elle fut transportée sur un nouveau lit, mais tout ce que le tissu touchait se couvrait rapidement de moisissures. Des évanouissements ont été signalés chez 3 membres de l'équipe de nuit. L'un des serviteurs a vomi en entrant dans la pièce. Le 15e jour, sous les appartements, on a commencé à préparer le corps pour l'embaumement. Les médecins et les herboristes ont essayé de deviner l'endroit où il faudrait ouvrir le corps. L'impératrice ne devait pas être touchée avant son dernier souffle, selon les ordres du conseil ecclésiastique. Mais il faisait déjà bouillir de la résine, broyait de la sève de sapin et préparait des bandages en lin et en cendre. À la tombée de la nuit, le visage commença à s'assombrir. Il prit une teinte gris-violet et les lèvres se fissurèrent. L'impératrice ne prononçait plus un mot. Mais d'après les rapports, un râle, semblable à un aboiement ou à un croassement, s'échappait parfois de sa gorge. L'un des prêtres appela cela le chant du retour. Le 16e jour, à 6 heures du matin, le cœur s'arrêta. Un médecin de Pise constata l'absence de pouls, mais la présence d'un souffle résiduel. Celui-ci cessa 8 minutes plus tard. Le dernier souffle s'échappa dans un bruit de gargouillement, et un jet humide, mélange de sang et de mucus, jaillit de sa bouche et tomba sur le sol près du trône. La tache resta visible même après 3 couches de cendres. Sa mort ne fut pas annoncée immédiatement. Le corps resta dans la même chambre pendant encore 24 heures. Les gardes reçurent l'ordre de tuer quiconque tenterait d'entrer. L'un des gardes avoua plus tard sous la torture, cette nuit-là, il avait entendu quelqu'un rire à l'intérieur. Le corps de l'impératrice ne fut emporté que le 3e jour, lorsque l'odeur de cadavre commença à se répandre dans les galeries et les chapelles, même à travers les tissus épais et les fenêtres condamnées. Les 4 personnes chargées de préparer le corps refusèrent de s'acquitter de leurs tâches, invoquant une présence insupportable. 2 d'entre eux ont avoué plus tard, sous la torture, qu'ils avaient eu l'impression que les yeux de la défunte bougeaient dans l'obscurité. L'embaumement a eu lieu dans les appartements fermés de la tour ouest. Les charpentiers ont sorti les meubles et ont recouvert les fenêtres de toile de jute. Les médecins ont ouvert la cage thoracique à la lumière de 5 lampes, mais l'un d'eux est mort le jour même. Il avait reçu du liquide provenant de la cavité entre les poumons sur le visage, après quoi il s'était étouffé toute la nuit et au matin, sa peau était devenue bleue. Extrait du traité sur les putrefactions internes, rédigé plus tard sur la base de l'autopsie. Le foie s'est désagrégé au toucher, l'estomac était gonflé, les poumons étaient recouverts de taches nécrotiques.
Une substance visqueuse et grise, inexplicable, semblable à un amas de cire et de graisse, a été découverte dans la boîte crânienne. Les organes génitaux étaient noircis et ont commencé à se détacher du corps lorsqu'on l'a retourné. Les entrailles ont été scellées dans des récipients en argile et enterrées près du mur nord du monastère, à l'insu des ecclésiastiques, afin d'éviter de souiller la terre. Le sang sur le sol a été raclé à l'aide de couteaux et brûlé avec les lambeaux de tissu. Le cercueil contenant le corps a été recouvert de cuivre sombre. Le visage n'a pas été exposé. Le couvercle a été scellé avec de la cire, que même les moines ont ensuite refusé de retirer. Lors du transport du cercueil dans la cour intérieure, l'un des officiers de cavalerie a perdu connaissance. Selon des témoins, il aurait entendu quelqu'un à l'intérieur prononcer son nom. Les funérailles furent formelles, mais brèves. Le prêtre qui lisait les prières sur la tombe s'égara 2 fois et s'écria dans un accès de panique « Même les anges ne la prendront pas ?» On lui ordonna de se taire. 2 jours plus tard, il fut retrouvé mort dans sa cellule, étouffé, le visage déformé. Le lendemain, la capitale fut fermée. Toutes les routes étaient à patrouiller, les visiteurs étaient interdits d'entrer, les marchés étaient silencieux. Il fut annoncé que le pays observait 3 jours de deuil. Mais derrière les murs du palais, la lutte commença. L'héritier arriva dans la nuit, sans escorte. L'entrée de la salle du trône était murée. L'un des évêques, qui soutenait auparavant l'impératrice, refusa de le reconnaître. Le trône respire encore. Les partisans de l'ancienne noblesse, menés par le chancelier, tentèrent de proclamer un gouvernement provisoire, mais ils furent arrêtés et emprisonnés dans la tour. Plusieurs d'entre eux disparurent en tentant de s'échapper. Une semaine plus tard, une nouvelle règle de prière fut introduite. Les femmes n'avaient plus le droit de s'approcher des troupes et les soldats qui avaient participé aux bénédictions nocturnes furent dispersés dans des garnisons éloignées. Officiellement, c'était pour maintenir les frontières, officieusement, pour qu'ils oublient qui ils servaient. Extrait du rapport de l'aumônier de la garnison orientale. Les soldats refusent d'embrasser les icônes, ils affirment que le goût des lèvres de l'impératrice est encore sur leur peau et qu'aucune prière ne pourra l'effacer. L'un d'eux a arraché sa soutane et s'est jeté dans un puits. Un autre s'est gravé son nom sur le front. Tous répètent que sa mort n'est pas la fin, mais seulement un signe. Moins d'1 mois s'est écoulé avant que des troubles éclatent dans le pays. 2 provinces ont proclamé leur indépendance vis-à-vis du trône. Les commandants locaux ont refusé de prêter serment au nouveau souverain. Dans les églises du Sud, des cérémonies secrètes ont commencé, au cours desquelles les femmes participaient à des unions rituelles avec l'esprit de la défunte. L'Église a déclaré cela hérésie, mais n'a pas réussi à enrayer la propagation. Les ambassadeurs étrangers ont fait état dans leurs rapports à Rome et à Königsberg d'une décadence morale, d'une foi corrompue et d'un pouvoir reposant sur les os d'une femme. La dernière mention du corps de l'impératrice figure dans les archives de l'archiviste pour l'été suivant. Le cercueil a été ouvert, le corps a disparu, les restes du vase ont été brisés. Aucune enquête n'a été menée. La page a été rayée à l'encre.